Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo dans laquelle je vais parler de moi, et plus précisément dans laquelle je vais parler de ce que je pense être l'hypnose. Comme vous le savez certainement, avec mon collègue Julien, ce 28 février 2017, nous avons fait une conférence sur l'hypnose, et dans cette conférence, j'ai fait part de ma croyance, comme quoi l'hypnose c'était de la détente, c'était de la relaxation, et suite à ça j'ai eu beaucoup de retours d'hypnotiseurs et autres hypnothérapeutes par rapport à cette croyance-là. Et du coup aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai cette croyance, et en quoi la relaxation ou la détente ne rend pas quelqu'un passif, et ne bloque pas un état d'hypnose, ne bloque pas un travail, et même au contraire. Donc, comme vous le savez certainement, aujourd'hui, on n'est pas capable de définir clairement ce qu'est l'hypnose, ce qu'est un état d'hypnose. Donc, on part de ce qu'on appelle de présupposés, c'est-à-dire de choses simples, d'idées, de croyances, qui permettent de se représenter ce qu'est un état d'hypnose, de ce qu'est une transe hypnotique, de ce qu'est un inconscient. Et ces présupposés permettent tout simplement de se baser sur ces choses-là pour créer quelque chose de beaucoup plus complexe. Et donc, de dire que l'hypnose est quelque chose relatif à de la détente, à de la relaxation, est un présupposé qui va être très utile, et je vais vous expliquer comment je l'utilise pour ma part, en quoi cette croyance pour moi est importante justement pour créer cet état d'hypnose. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pars aussi du principe d'anthropomorphie de l'inconscient ou du subconscient. L'anthropomorphisme est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités comme des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, voire des idées. C'est-à-dire que je vais proposer à la personne de prendre conscience de ce qu'est son inconscient, de lui donner sa propre conscience, comme si l'inconscient était vraiment une partie, à proprement dit, de cette personne. À partir de là, quand on a constitué, qu'on a fait cette représentation de cet inconscient, et qu'on considère que nous-mêmes, en tant que personnes qui réfléchissons, nous sommes le conscient, ça permet de créer une certaine dualité. Et à partir de là, on va pouvoir créer énormément de choses. Quand on a créé cette dualité, c'est là où on peut dire qu'effectivement, le conscient va être la partie qui va se relaxer, qui va se détendre. En contrepartie, on propose que l'inconscient soit une partie très active, que ça soit la partie qui va faire le travail. Et c'est là que ça prend tout son sens. Un peu comme le principe des vases communicants, quand l'un est plein, l'autre devient vide. Comme si nous avions à l'intérieur une quantité définie de nous-mêmes, et que si on en enlève au conscient, on le retrouve dans l'inconscient. Et l'un dans l'autre, si l'un se repose, l'autre va devenir très actif, et c'est là que ça devient intéressant. C'est que pour une personne qui de base est très passive, ça va forcément la rendre active, de par son inconscient, indirectement. Une personne très active va dans ce cas-là se reconnaître dans son inconscient et rester très active. Et l'un dans l'autre, le travail va pouvoir se faire. En fait, il faut vraiment comprendre que cette dualité, elle va avoir un intérêt vraiment très particulier. C'est-à-dire que pour chaque processus mental, ce qu'on appelle aussi des métaprogrammes, ça va permettre de jouer, justement, d'un côté ou de l'autre, un petit peu comme des interrupteurs. Mais des interrupteurs où on pourrait jauger, où on pourrait décider si on va plus d'un côté ou de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on a une dualité qui est de cette manière convexe, c'est-à-dire qu'on peut tirer soit d'un côté, soit de l'autre, très simplement. Et ainsi, peu importe comment fonctionne la personne, dans tous les cas, on va pouvoir travailler avec ses méthodes de pensée, avec sa vision de la vie, avec sa vision de ce que sont les choses, avec la vision de son objectif et la vision de sa problématique. Une personne qui est très négative, dans ce cas-là, cette dualité va nous permettre de la tirer vers quelque chose de plus positif. Si le conscient est très négatif, alors ce présupposé permet de dire que l'inconscient est très positif. Et vu que c'est cet inconscient qui va travailler, c'est lui qu'on va pouvoir utiliser. Inversement, si jamais on a besoin de quelque chose qui est déjà au conscient, on va pouvoir demander à l'inconscient qui est actif de venir piocher dans les réserves du conscient. Et c'est là où est tout l'intérêt de passer ce présupposé pour créer vraiment toute cette dualité convexe. Pour que ça soit d'un côté ou de l'autre, on puisse utiliser à chaque fois tout ce qui est à l'intérieur de la personne de la meilleure manière qui soit et qui va aller dans le sens de la personne pour qu'elle puisse atteindre son objectif. Et de la même manière, j'ai certaines personnes qui m'ont dit oui, mais du coup, en ce qui concerne le signaling, alors le signaling, c'est tout simplement quand on commence à communiquer avec l'inconscient, qu'on va avoir une main par exemple comme ça, et qu'on va demander à l'inconscient de communiquer, l'inconscient va créer des petits mouvements, par exemple dans les doigts ou dans la main, des petits tresseaux qu'on va utiliser pour communiquer avec cet inconscient.
Et j'ai eu du coup cette remarque où on m'a dit oui, mais du coup, si la personne est totalement relaxée, totalement détendue, ça veut dire que ses muscles sont relâchés, détendus, et donc il n'y aura pas de signaling, il ne va pas y avoir de mouvement. Et bien au contraire, la personne consciente est totalement relâchée, totalement détendue, mais son inconscient, lui, par contre, en profite pour être très actif. Et du fait qu'il soit actif, de la même manière, avec un bon présupposé, on va indiquer à la personne que son inconscient va pouvoir créer des mouvements, de manière involontaire. Et donc, il n'est pas nécessaire que la personne ait conscience des mouvements, puisque c'est l'inconscient qui va faire ce travail. C'est à lui qu'on s'adresse, c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui est très actif. Donc même si le conscient ne fait plus bouger les muscles, l'inconscient lui le fera. Et c'est là où c'est très intéressant, car du coup, si c'est l'inconscient qui fait bouger les muscles, quand le conscient va se rendre compte qu'il se passe des choses qu'il ne maîtrise pas, ça va permettre d'approfondir d'autant cet état d'hypnose. Donc voilà, c'était simplement une petite mise au point que je souhaitais faire par rapport à ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a intéressé. Si vous êtes intéressé par rapport à d'autres croyances que je peux avoir sur l'hypnose, n'hésitez pas à mettre les questions en commentaire, j'y répondrai. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur d'autres croyances que j'ai par rapport à ce qu'est l'hypnose, par rapport à comment je vois mon métier, mon travail, ma passion. Donc n'hésitez pas, commentez, mettez des pouces bleus, et puis je referai d'autres vidéos sur ce sujet-là. Je vous remercie, à bientôt. Au revoir.